quand on vous écoute toutes les quatre, c'est que vraiment les entrées ont été pour le coup extrêmement différentes. Hein. Ça c'est la tracette, ton expérience perso, les expériences là-dessus, et ensuite je recherche à objectiver. Il va falloir que je peigne et que je peigne les datas que je peux et que je les pousse un peu à sortir ça. Florence, l'autre Florence là, c'était vraiment le sens au travail et une quasi tropisme initial pour cette question-là que vous n'aviez pas abordée du tout de façon médicale, mais encore une fois par une expérience perso antérieure, notamment industrielle. Nathalie, finalement, là aussi, c'est en regardant, à la fois en regardant les faits et en travaillant concrètement avec les choses. Et moi, la première question que j'avais envie de vous poser à tous et à vous, c'était sur ce que vous disiez là, c'est que finalement, alors, je vais juste, c'est pas pour désespérer Billancourt, mais on va quand même là, c'est que quand même, en médecine du travail, alors on n'a pas de médecin du travail, sauf peut-être une quelque part là-bas, mais quand même, il faut quand même dire les choses. Les deux disciplines qui, malgré les quotas, sont les disciplines qui ne sont pas les premières, disons. On a globalement la chance d'avoir la médecine du travail et la santé publique qui semblent pas passionner les foules, alors que c'est absolument premier. Et donc là, j'aimerais bien un peu la question que j'aimerais vous lancer à toutes, et puis vous prenez le micro. C'est globalement comment faire et comment peut-on justement sur ces interfaces dont on voit bien qu'elles sont essentielles faire en sorte déjà, et peut-être faire en sorte au féminin ou pas que ces questions-là soient premières. Et alors vous aussi vous me sautez sur le micro quand vous voulez, hein, Madame Duteux et autres, voilà. Vous êtes repérés, hein, vous êtes repérés. Donc voilà. Alors qui veut là-dessus sur l'importance de ces interfaces. Donc on voit bien Anne-Carole comment vous les avez saisies là-dessus. Florence, toi comment tu vois, et encore une fois, piste importante pour l'avenir. Comment est-ce qu'on peut travailler ça aussi pour la visibilité et l'impact de ces deux disciplines essentielles. Oui. Pour nous, de poser la question de la santé des femmes au travail nous a amené naturellement à croiser effectivement santé publique, santé au travail. Moi, souvent, j'ai dit la première problématique des femmes au travail, c'est la grossesse. Ouais. Hein, comment adapter le travail, comment aménager les postes, des changements temporaires d'affectation, qui sont d'ailleurs très peu réalisés, ce qui fait que on a en moyenne 20% d'absentéisme lié à l'arrêt maladie avant maternité. Deuxième sujet dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, c'était la question de l'endométriose. Hein, il y a une stratégie nationale, l'ANACT a fait un guide là-dessus, comment adapter le poste, comment adapter l'activité, comment adapter le rythme de travail. Plus récemment, il y a une mission parlementaire qui a sorti un rapport sur la ménopause. La Grande-Bretagne est très en avance sur ce sujet parce que suite au Brexit, ils ont eu beaucoup de départs et du coup, ils se sont posé la question pourquoi les femmes passent à temps partiel, pourquoi elles quittent l'emploi. Et finalement, toutes les entreprises maintenant ont publié des guides sur justement l'adaptation du travail, sur des choses basiques, sur l'accès à l'eau, sur des milieux de travail plus ventilés, plus aérés, mais aussi sur l'ergonomie des postes, aussi sur les questions de pression au travail, possibilité de faire fluctuer ses horaires, bon, etc. 20% à peu près des femmes, d'après les médecins, ont une ménopause vraiment compliquée. Ça démarre à 51 ans, ça dure 7 ans en moyenne, pour certaines 14 ans. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes au travail. Et ce qu'on peut se dire aujourd'hui, toutes les femmes n'auront pas d'enfants, mais toutes les femmes auront une ménopause. Voilà. Alors, sur ce sujet-là, et c'est là qu'on commence à être la frontière santé publique, prévention des risques. Parce que est-ce qu'on est dans une politique finalement d'inclusion, d'adaptation, de maintien en emploi, ou bien quelles sont finalement les conditions de travail, les risques au travail qui aggravent peut-être les symptômes de la ménopause. Mais c'est vrai que moi, le sujet sur lequel on a surtout travaillé à l'ANACT et qu'on est en train de pousser dans le cadre du plan santé au travail numéro 4, avec l'INRS, avec l'ANSES, avec la CNAM, la MSA, etc., c'est la prévention des risques. Prendre en compte le sexe et le genre en matière de prévention des risques amène à se poser un certain nombre de questions. Et moi, finalement, tout ce que je peux souhaiter, c'est que les indicateurs santé
s'améliore. Hein. En 10 ans, l'absentéisme, l'écart d'absentéisme entre les femmes et les hommes est passé de 30% de plus à 40% de plus. On sait que plus de la moitié s'explique par les conditions de travail. Donc, comment mieux adapter les postes dans les métiers à prédominance masculine, déjà sur le plan biométrique, cadence, port de charge, etc. Sur les métiers féminins, comment mieux prendre en compte le travail émotionnel, comment faire évoluer les critères de pénibilité, comment faire reconnaître le cancer du sein avec son facteur de risque actuellement qui est le travail de nuit, peut-être couplé avec des agents chimiques. Il y a une saisine de l'ANSES sur ce sujet. Voilà, du coup, si je puis dire, il y a toute cette question. Voilà, moi je pense qu'à moyen terme, si la dynamique se poursuit, la prise en compte du sexe et du genre en santé au travail va amener, pas des bouleversements, mais un enrichissement et quand même une inflexion importante dans la manière de prendre en compte ces risques. Par exemple, déjà de ne pas penser ces risques en dehors des populations, au travail, voilà, et d'être dans cette logique de limiter à la source, effectivement, ces risques et d'être. Mais ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on adapte, est-ce qu'on fait la même norme pour tous, 15 kilos, on applique la norme européenne au lieu de 25 ou 55, ou bien est-ce qu'on fait des normes distinctes? Aujourd'hui, sur les 6 critères de pénibilité qui sont restés, dans le cadre de la loi du compte C2P, il faudrait faire des seuils, des valeurs limites d'exposition différentes pour les femmes et pour les hommes, si on prenait vraiment en compte ces différences biologiques. Voilà. Bon. Ok, mais c'est vraiment important. Mais dans ce que tu disais, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que le principe de réalité, et hélas, le principe de réalité économique est toujours là. C'est-à-dire que quand on est dans des populations vieillissantes, non seulement citoyennes, mais aussi au travail, quand on est de plus en plus face à une forme de pénurie de main-d'œuvre, globalement quelle qu'elle soit, je dois dire, alors pardon, mais on ne fait pas travailler les enfants, mais on fait travailler les femmes et un peu ceux qui traînent un peu globalement la patte. Ça a été comme ça. Et moi, l'une de nos premières expériences au cercle, c'était tout au début. Et moi, je me souviens d'avoir fait intervenir un jeune DRH d'une boîte de BTP dans le sud de la France. Et là, il y avait un énorme problème, c'est que il n'arrivait plus à recruter de bons hommes. Donc voilà, énorme pénurie de ce côté-là. Et donc c'était une grosse TI, mais qui fonctionnait bien. Et donc là, c'était clair. Ou bien ils adaptaient complètement tout leur système, non seulement de prévention, mais j'allais dire de gestion de ressources humaines, hein, avec autant la ressource masculine que la ressource féminine, et tout ce que ça voulait dire du côté de l'organisation, et comment est-ce qu'on peut être attractif là-dessus. Donc, principe de réalité, ça fait que il a bien fallu y aller, si je peux me permettre, globalement de gré ou de force. Il nous a raconté ce que lui découvrait aussi, d'ailleurs, toute la façon dont il a fallu rentrer ça, alors refaire. Tous les EPI étaient pas taillés pour les femmes. Moi, j'ai connu ça avec nos fameux exosquelettes, avec lequel là, et où effectivement, il y a eu des rejets majeurs parce que les EPI étaient faits pour des mecs d'1m80, 75 kilos, et qui se retrouvaient avec des populations. Là, c'était en Suisse parce que jamais aucun Français n'a voulu me le dire, hein, pardon. Mais donc, c'était un hôpital globalement en Suisse et qui nous a dit, voilà, nous on a dans les buanderies et dans tout ce qui est globalement l'entretien du linge, on a des filles qui viennent essentiellement d'Europe du Sud, qui font moins d'1m60 et plus de 75 ou 80 kilos. Et en gros, le système pouvait marcher, mais il fallait une ceinture en plus, comme dans les avions, pour les un peu dodus et autres. Et là, refus général, le machin, innovation sortie. Donc, principe de réalité économique, voilà. Te voyais, Florence, réagir, toi, voilà, sur cette question des femmes, santé des femmes, et pas que. Oui, qu'est-ce qui trace ça? Ouais, moi, je partage assez sur le fait que c'est pas forcément le genre qui expose, hein, mais plutôt certains équipements ou certaines conditions qui n'ont peut-être pas été pensées toujours pour elles. Mais je vais plutôt faire le lien avec aussi les missions des services de santé et de quelle manière, en sécurisant les parcours professionnels finalement tout au long de la vie,
finalement, les équipes santé-travail, de fait, prennent cette question du genre, mais pas que le genre. Hein. Pourquoi le genre et pas l'âge, et pas un parcours de vie ou une difficulté territoriale. En fait, voilà, ce qui alors si je fais le lien avec la santé publique, nous dans le Cher, on est le territoire le plus à pénurie médicale. Voilà, toutes disciplines confondues. Donc voilà, c'est le vide côté médical. Et c'est vrai que les services de santé, dans leur mission, c'est bien d'abord, c'est prévention primaire, hein, on enlève le risque, suivi de santé, et puis prévention de la désinsertion professionnelle. Donc on sécurise le parcours tout au long de la vie. Donc on l'individualise bien, y compris en fonction du genre ou de l'âge ou des problématiques socio-économiques ou voilà, tout type de fracture qu'il peut y avoir dans le parcours. Mais s'agissant du suivi de santé, aujourd'hui, les services de santé décloisonnent totalement la santé, le travail et la santé publique. Parce que aujourd'hui, alors je vous prends un exemple sur le Cher. On en est à rattraper des tétés polio pendant les visites médicales parce que les gens n'ont plus de médecin traitant et que finalement, quelque chose de aussi simple qu'une vaccination, si elle n'est pas faite au moment de la visite, elle n'est pas faite du tout et ça devient finalement un problème de santé-travail à un moment donné. On est organisé avec les CPTS sur des projets diabète parce que on a des populations qui peuvent être, alors pour le coup pour d'autres sujets, des populations qui sont à risque ou pour lesquelles finalement l'exposition va entraîner un risque de diabète. On fait les détections et on l'organise avec la ville parce que sinon personne ne le fait. Et ça finit par entraîner des désinsertions professionnelles. Donc on a tous, voilà, voilà, même chose pour le dépistage sur le cancer. Et donc s'agissant des femmes, forcément on a des conventions avec le centre régional de dépistage pour donner l'ordonnance au moment où la femme vient en visite, qu'elle rentre dans le dépistage organisé, parce que c'est vrai que si elle n'est pas détectée précocement, elle va être en arrêt de travail, elle ne va pas pouvoir continuer son travail, etc. Donc effectivement, les services de santé prennent pas que cette notion du genre, mais effectivement individualisent, différencient un peu le suivi, le parcours en fonction des individus, en fait. Et finalement autorise une forme légitime ou pousse une forme de personnalisation des choses au travers de besoins qui sont, comme dirait Anne Garol, qui ne sont plus saucissonnés. C'est-à-dire que nous, c'est aussi une de nos obsessions au cercle, c'est que on saucissonne pas la santé, on ne saucissonne pas les choses. Alors, de ton côté, je dirais, si je peux me permettre, Nathalie, tu es pas complètement dans la santé de travail, mais tu es un peu dedans quand même, et tu es en dehors de la France, mais en même temps, tu fais partie d'un réseau. C'est comme ça que on s'est connus. Voilà. Comment tu sens tout ça, ces histoires à la fois de genre, de porosité, santé publique, santé mentale, santé, tout oui. Quoi. Alors. Mon point de départ, c'est la recherche, donc j'ai pas cette expérience que vous avez par rapport à la santé et le travail, ou beaucoup moins. Donc nous partons toujours de l'individu, mais je pense que dans la recherche scientifique, on n'a pas encore bien maîtrisé certaines différences entre hommes et femmes. Je reprends le métier des arts comme exemple, des jeunes gymnastes, garçons-filles, c'est une grosse différence parce qu'ils vont s'entraîner à l'âge de l'adolescence, donc 12, 15, 12, 16, et il va y avoir chez des jeunes filles un dérèglement hormonal qui va impacter la croissance. On a su démontrer chez nos jeunes danseurs qu'elles avaient en moyenne 1 an de retard au niveau âge squelettique, donc sur base de la maturation par rapport à l'âge biologique. Alors malheureusement, il n'y a pas de garçons, il y en a très peu, donc on ne sait pas avoir de groupe de contrôle. Mais quand on regarde visuellement, des jeunes gymnastes, des jeunes danseurs, garçons, n'ont pas ce problème de croissance qui s'arrête, ce dérèglement hormonal, c'est évidemment ces règles qui s'arrêtent. Et donc je pense qu'on a encore besoin de faire des études pour bien comprendre. Pareil par rapport à la lombalgie, 80% des femmes qui ont mal au dos ont des pertes urinaires, des fuites, alors qu'on ne voit pas du tout ces pourcentages chez les hommes parce que l'anatomie du périnée est totalement différente chez les hommes et chez les femmes. Et il y a encore plein d'exemples comme ça. Tu as cité très justement les problèmes cardiovasculaires et notamment l'arrêt cardiaque qui donnent des symptômes
différent si on est un homme ou une femme. Et donc je pense que notre rôle en tant que chercheur, c'est de plus mettre ça en avance, mais évidemment en intégrant l'aspect travail, ça c'est sûr. Et l'exemple des exosquelettes qui ne sont pas adaptés à la physionomie, c'est un bel exemple. Mais voilà, par rapport à l'aspect santé publique, santé travail, c'est moins mon domaine, donc je laisse les experts donner leur avis. Si, mais ce que tu montres là aussi, c'est qu'on a un vieux besoin de recherche, c'est-à-dire de croiser les choses et puis de recherche, parce que si je peux me permettre là, c'est un peu notre rôle, hein, c'est de justement au cercle, c'est de créer ce type de tribune avec, si je peux me permettre, des profils, des antériorités très différents, mais c'est très important de pouvoir croiser la recherche, ce qui sera aussi après, si je peux me permettre le texte du droit et qui sera notamment le texte du droit et du droit social de ce côté-là, c'est tout à fait important. Anne-Carole, votre écho à vous. Alors moi, juste pour dire qu'il y a un sujet santé des femmes qui doit être, bon, encore une fois, moi je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, bon. Alors pendant longtemps on nous a dit, parce que l'IGAS c'est quand même un peu précurseur dans ce genre de choses, donc des collègues me disaient il faut que tu genres toutes les statistiques, mais ça ne suffit pas. Donc il y a un sujet santé des femmes, mais c'est vrai, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas que ce sujet-là empêche de travailler le sujet plus général de l'articulation santé publique, santé-travail. Vous avez parlé tout à l'heure de prévention primaire, et c'est sûr que les services de santé et travail jouent un rôle important là-dedans. Là, on vient de faire un rapport à l'IGAS sur la prévention et sur le rôle des établissements de santé et comment on peut financer les établissements de santé pour la prévention primaire, pour que chaque contact compte. Ça veut dire que chaque personne qui va aller en établissement de santé... Je me permets de vous arrêter pour vous souligner l'importance assez génial. Parce que je suis pas une fanat des rapports officiels, là, si je peux me permettre, pardon. Mais celui-là, qui est sur le financement de la prévention, finalement générale, hein, de prévention de santé publique via les établissements de soins, à un moment où on se pose tous, enfin bref, et tous nos gouvernants encore plus, les questions de l'impact et de la réalité du financement. Le truc, il est vraiment génial, hein. Donc l'idée, c'était vraiment de considérer que l'établissement de santé était un maillon et de voir le partenariat, et bien sûr avec les services de santé au travail, puisque les gens ils passent beaucoup de temps quand même sur leur lieu de travail. C'est sûr que si on est tous segmentés, c'est plus compliqué. L'intérêt de cette démarche, qui ressemble un peu quand même à cette logique à cause de la participation qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, la personne, elle vient pour autre chose, je sais pas moi, une fracture, ça peut être quelqu'un qui vient pour une fracture, qui se fait même au ski, peu importe. Et on peut à ce moment-là discuter sur 4 déterminants avec des interventions très brèves, puis de l'orientation, mais c'est vraiment des temps très courts et c'est une démarche qui est evidence-based, qui a été utilisée chez les Anglais. Bon, ils font pas toujours les trucs, mais enfin ça c'est bien. Pour le coup, ça a été utilisé, on est allé les voir, on est allé dans les hôpitaux. Et avoir un peu cette synergie entre ce type, ça ne peut pas être que l'hôpital qui fait les choses. Évidemment que non. C'est un acteur parmi les autres. L'importance a été démontrée par le Haut Comité de santé publique dans plein de rapports. Mais évidemment, aux côtés des services de santé au travail, qui ont aussi leur rôle à jouer, et voir comment tout ça peut s'articuler, y compris avec CPTS. Et voilà, c'est que comme ça. Et vous avez, je ne sais plus qui a employé le mot territoire, c'est quand même quelque chose d'assez important. On peut faire quelque chose parce qu'on sait où on peut orienter sur un territoire. Quelque chose de très vaste qui n'a pas de réalité pose problème. Parce qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait un problème, si on ne sait pas où envoyer les gens, c'est un peu gênant. Pouvoir anticiper, alors je ne vais pas en rajouter, alors pardon parce qu'ils s'en vont, mais ça c'est très dommage, c'est sur l'importance des services inter-entreprises de santé au travail, c'est-à-dire que de plus en plus, je peux pas être moi qui vois les deux, c'est-à-dire à la fois les services autonomes, les services inter-entreprises de santé au travail. Je trouve que les attentes, le besoin et le côté préfigurant d'un certain nombre que je connais, alors on connaît pas tout, c'est tout à fait important, et notamment sur cette interface-là, santé publique, santé-travail, sur le rôle, je dirais, non seulement des employeurs, mais aussi, alors on essaye de pousser les trucs là-dessus, mais aussi le rôle des donneurs d'ordre. Et je dirais que le côté, pardon de vous appeler de ce côté-là, mais le côté, d'un certain côté pacifiant, recherche et actif que vous pouvez avoir, il est tout à fait essentiel sur ce glissement qu'on est en train de voir, ça va être l'une de nos prochaines actions globalement là-dessus, entre la responsabilité de l'employeur vers la responsabilité du donneur d'ordre, et avec des raisonnements qui sont à la fois des raisonnements territoriaux parce que ce sont les bons, et des raisonnements filières parce que ça permet, comment dire, de conforter les métiers. Voilà, je voulais juste dire ça en vous remerciant d'avoir été là. Merci à tout à l'heure. Alors pour nous, moi je vais vous demander maintenant il va être bientôt globalement sur la fin.
que ce soit femme ou que ce soit pas femme, mais globalement, les priorités que vous voyez, je dirais, globales, et en même temps sur le rôle que chacune, puisque pour l'instant on est dans les femmes, hein, mais vous aussi vous avez le droit de parler, vous avez envie ou vous pensez pouvoir jouer pour faire avancer Schmilblick, comme on disait globalement il y a un certain nombre. Voilà. Sur quoi vous avez envie d'avancer, puis après on fera aussi appel à vous, appel à vos réactions, à vos questions, et après on a une ambition, mais on verra si on y arrive ou pas. Alors voilà, vos réactions à vous, et puis qui a envie là de prendre la parole pendant que quelqu'un, pas tout de suite, vous verrez après. Voilà. Bon, bah alors, voilà, vos envies, vos axes, vos caps. Je sais bien qu'à cette heure-là, et après un salon compliqué, c'est pas simple, mais voilà. Moi, j'aimerais faire quoi? J'aimerais qu'on creuse quoi? Soit moi, soit l'autre, soit vous renvoyez la balle chez la voisine. Hein, donc, en gros. Alors, qui prend Florence? Allez, tu commences. Donc, tu commences. Voilà. Alors, voilà. Moi, je vais continuer sur la lignée finalement de ce qu'on a fait en santé-travail. Moi, ce que j'ai vraiment envie maintenant, c'est d'engager les acteurs. Parce que, effectivement, pour faire de la santé au travail, si nous, services de santé au travail, on fait du bon travail, si on a bien décloisonné avec la santé publique et qu'on on fait... Malgré tout, si on n'arrive pas à engager les employeurs et les salariés dans la prévention, pour le coup, on va pas y arriver à faire la vraie prévention sur du long terme. Hein. Voilà, et je pense que c'est vrai en santé, c'est vrai. Voilà, si les personnes ne veulent pas s'engager, on n'y arrive pas. Donc moi, je ferai le lien avec la data quand même, parce que l'intérêt de la data, ça peut être aussi de trouver, alors moi aussi je suis plutôt une scientifique, hein, mais trouver effectivement, moi j'avais sorti quelques chiffres, hein, mais trouver les chiffres qui leur donnent envie de s'engager. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver quelques éléments différenciants ou quelques éléments qui vont donner envie de s'engager dans la prévention. Et si, pour parler aux femmes, il faut chercher des indicateurs genrés, et que ça les engage dans la prévention, moi je pense que c'est plutôt une voie qui peut être intéressante. Qui permet complètement d'objet. Alors elle est très modeste, hein, encore une fois, parce que c'est vraiment ce que vous faites, et j'en profite avec vous tous, là, l'équipe qui est là, c'est assez génial, parce que effectivement ça permet de projeter finalement des programmes de prévention, de vigilance, de ce qu'on veut, qui soient fondés. Alors, c'est pas seulement que du doigt mouillé, c'est pas seulement que une analyse, j'allais dire de remontées d'enquête qui sont bien et qui sont vachement utiles, mais qui sont vraiment, on suit les datas de fond, et ça c'est effectivement vachement bien. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Si vous voulez, on donnera tout. Si on a le temps, on donnera quelques chiffres, parce que j'ai pris quelques chiffres très rapidement, quelques chiffres finalement des visites, des gens vus en visite cette année, et donc c'est des chiffres sur plus de 10 000 visites sur l'année, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Il y a 84% des femmes qui estiment pouvoir concilier vie pro, vie perso, contre 78% pour les hommes. Donc finalement, voilà, ça interroge. C'est assez génial, pour retirer les idées reçues. Voilà, on peut y mettre plein d'hypothèses, mais en fait, ça veut dire qu'elles trouvent quand même dans leur travail un espace d'utilité, d'estime, d'équilibre. Forcément, elles sont plus. Je ne vais pas donner tous les chiffres. Nombreuses à déclarer des douleurs physiques, à cacher leurs émotions et à penser à trop de choses en même temps. Ça, c'est effectivement, elles sont très au-dessus des hommes. Et ça, je pense que la recherche pourra aussi nous donner d'autres éclairages dessus. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est 83% des femmes se sentent capables de bien faire leur travail, contre 87% pour les hommes, donc on est équivalent. Satisfaction au travail équivalente entre les hommes et les femmes, 79%. Et puis, forcément, elles expriment quand même davantage d'exigences émotionnelles. Mais au global, ça donne quand même des données qui permettent de parler aux femmes et de les engager également dans la prévention, en leur sortant des chiffres qui sont là pour elles, quoi. Merci, parce que c'est pas une entrée ni compassionnelle, ni larmoyante, ni quoi que ce soit. C'est une entrée objective, et ça permet à la fois de donner les axes forts, parce que 10 000 c'est pas rien. En gros, c'est 10 000 sur quasiment un peu plus de 15 000 globalement sur l'ensemble du. On va demander du département. On demandera dans la salle, mais on demandera au chef data scientist tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est vraiment important pour ça, parce que ça permet de faire le tri entre les idées reçues et les autres, et les caps qu'il faut prendre. De ton côté, Nathalie.
La prévention primaire, c'est quelque chose de vraiment très compliqué et moi je voudrais vraiment appeler à la co-responsabilité. Je pense que chacun a une responsabilité et ça sert à rien de se renvoyer la balle. Ça c'est la responsabilité de l'employeur, ça c'est la responsabilité du médecin, ça c'est la responsabilité de l'individu. Je pense qu'il faut vraiment oser communiquer, sachant que la communication, une meilleure compréhension peut vraiment aider quelqu'un à être actif, parce qu'entre le savoir et mettre les choses en place, il y a encore un pas aussi. Mais donc la communication, la collaboration et le sens de responsabilité de chacun. Je pense que ça, on a des carrières qui sont de plus en plus longues et c'est important de rester en bonne santé. Et donc la prévention primaire a toute sa place, mais c'est quelque chose de très multifactoriel. Et donc ça, c'est super important de se dire, c'est un beau défi sociétal, individuel, mais pour tout le monde. Les cloisonnons. Anne-Carole. Moi, je vais être très courte, très brève, parce que vous venez de me tendre la perche, je vais la saisir. Sur la prévention primaire, vraiment, on pourrait ne pas louper le coche. On peut le faire en établissement de santé. Bon, nous, on trouve ça assez intéressant. On voit bien le rôle des services de santé au travail, y compris les services inter-entreprises. Essayer de voir comment on peut améliorer les choses, comment on peut mieux articuler. Et peut-être trouver, en partant d'expériences de terrain, parce qu'on croit beaucoup quand même à ce qui se passe sur le terrain. Nous, ce qu'on a proposé, c'est parce qu'on l'a vu ailleurs. Il ne faut pas croire qu'on est un cerveau pour inventer les trucs. Pas du tout. On allait regarder, on a vu ce qui marchait, on a discuté avec les gens, ils nous ont expliqué ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et à la fin, voilà comment on a proposé. Donc, en partant y compris des expériences de terrain, ce qui est développé dans les services, ce qui est développé dans les établissements, et voir comment on peut articuler tout ça. Moi, je pense que c'est faisable. D'ailleurs, je crois qu'il y a les collègues de l'IGAS qui travaillent sur ces questions-là. Bon, je leur fais toute confiance. Et Florence, alors le mot de la fin, cette Florence-là. Alors, effectivement, nous à l'ANACT, notre cible, c'est plutôt les employeurs, effectivement. Et comment effectivement les motiver, les engager. Je pense que la dimension sectorielle, elle est vraiment intéressante parce que les conditions de travail sont quand même très liées au secteur. Et puis on a des secteurs majoritairement soit féminins, soit masculins. On a très peu de métiers mixtes. Donc la dimension sectorielle est importante. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais dire qu'on a un financement actuellement pour les PME de moins de 300, qui est le FACT, par le Fonds d'amélioration des conditions de travail. Et vous pouvez déposer des projets ou des personnes que vous connaissez, des porteurs de projets, soit action collective ou action individuelle, d'ici le 18 juillet. Et on leur a proposé justement de cibler leurs projets sur 3 sujets. Soit l'évaluation différenciée des risques. Vous savez, depuis 2014, le DUERP doit intégrer l'impact différentiel exposition en fonction du sexe. On propose une méthodologie, mais bon, on n'a pas encore beaucoup expérimenté. Deuxième sujet, sur les violences sexistes sexuelles qu'on considère comme un risque professionnel, comme un autre, avec ses facteurs de risque collectif. Mais là, on veut que ça soit des actions sur la prévention primaire. Justement, comment je limite le risque à la source et pas seulement la sensibilisation ou du traitement des cas. Et le troisième sujet, les questions d'adaptation du travail pour des problématiques de santé reproductive. Et alors, je voudrais terminer sur le fait que dans les entreprises, je vois bien que la tentation, quand on parle santé des femmes au travail, peut être d'aller que sur de l'individuel. Donc, je vais proposer des jours de congé. Alors, en France, on est spécialiste de ce type de solution, mais sauf qu'il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent le faire. Je vais proposer 12 jours en plus, ou bien les collectivités locales avec les ASA, sauf que c'est en train d'être retoqué par le droit. On sort un grand drapeau. Nous, on fait ça, nous. Voilà, mais il faut aller effectivement plus loin sur l'adaptation individuelle du travail. On a horreur de ça. À la fois, les femmes ne veulent pas de discrimination positive. Donc, c'est très compliqué. D'ailleurs, elles ne les prennent pas ces jours de congé. Mais surtout, il faut arriver à développer ces actions de prévention primaire au niveau des organisations de travail, des cadences, de la manière de répartir le travail, la manière de faire la rotation des postes, faire la polyvalence, développer des parcours pour limiter l'usure, etc. Et là, on est encore beaucoup dans la logique de payer la pénibilité plutôt que de la prévenir, etc., etc. Et sur santé des femmes, le grand risque, si on va là-dessus, c'est d'aller que vers de l'individuel. Et or, c'est amélioré pour toutes et tous, mais en passant par le collectif et par l'organisationnel. Voilà.
Merci. Ce qui va être notre mot de la fin et qui fait effectivement que derrière la santé individuelle, la santé publique, la santé travail, il y a dedans la question de la santé organisationnelle et finalement, si on voulait boucler jusqu'au bout, mais les questions de pénurie de personnel le montrent bien, c'est que la santé économique, quelque part, peut-être pas sur le court terme, mais au final, sera un gros bénéficiaire. Alors, on va vous remercier. Merci à tous d'être là. Et donc, monsieur, une question, allez-y. Je me permets une question qui s'adresse à Mme Roussel parce que j'ai compris un petit peu de ce qu'elle travaillait dans quel secteur. Mais je ne m'entends pas trop, alors j'ai quelques difficultés de communiquer. Donc je vous remercie de votre intervention, à toutes d'ailleurs. La question c'est, est-ce que vous voyez dans l'avenir, dans un cadre plus européen, je dirais, puisque vous représentez différents axes, j'ai également compris les grandes difficultés des financements dans le cadre d'une prévention primaire, parce que ça n'a pas été, c'est pas tellement des priorités dans certains cas, alors que ça devrait l'être dans l'évolution du temps. Hein. Quelle vision européenne vous voyez sur des financements qui pourraient arriver à ce niveau-là et qui pourraient aider les organisations, parce que finalement, le côté financier peut être un indicateur aussi de ces évolutions. Ça, vous avez bien raison, parce que derrière les beaux discours, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on met en place comme programme d'action? Alors, on a eu un exemple avec Lisiane Carole, et donc il faut vraiment qu'on pousse de ce côté-là sur le financement de la prévention primaire via les structures. Oui. Alors, comme tu es prête des instances européennes, Crac, c'est toi qui te prends le micro. Non, alors... Par rapport au financement, je connais que les financements de recherche et je vais donner la parole aux autres parce que je pense que c'est important de différencier. En recherche, au niveau européen, c'est excessivement difficile d'obtenir un financement pour de la prévention primaire, quasi impossible. Parce que ça coûte très cher et qu'ils ne voient pas l'avantage, je pense qu'on se trompe de cible. Mais voilà, au niveau financement européen de recherche, c'est très compliqué. Je pense que ça doit être une priorité de continuer à investir, mais c'est pour ça que je passerai le micro, parce que je pense qu'il y a d'autres façons et qu'on doit encore beaucoup plus collaborer avec ce qui existe déjà. Et c'est peut-être pas le financement de recherche, mais il y a plein d'autres initiatives qui peuvent être mises en place dans la collaboration entre pays pour justement faire avancer les choses. Oui, alors s'agissant de prévention primaire pour les entreprises, moi, effectivement, nous, on ne cherche pas forcément les financements. Par contre, on cherche les partenariats. Et un avantage que l'on a quand même aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de nouveaux acteurs, des startups, des acteurs du numérique, des nouvelles technologies. Voilà, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires industriels c'est plutôt des technologies qui étaient peut-être issues d'autres secteurs, mais qui sont des transferts de technologies dans notre secteur. Voilà, je prends un exemple de ce que l'on fait en ce moment. Nous, on travaille, on regarde de quelle manière on peut avoir des surveillances, par exemple de la qualité de l'air dans les entreprises au travers de capteurs qui nous amènent de la data en continu. Alors pourquoi on fait ça? Pour croiser de la data, mais on fait ça aussi pour orienter nos actions de prévention, puisque nous, services de santé, on doit aller tous les 4 ans, vous voyez, le Cher, à peu près 6000 entreprises, on a 14 équipes pluridisciplinaires, et on doit aller tous les 4 ans dans toutes les entreprises. Sans avoir une transformation ou une priorisation de nos actions, ça n'est pas possible. Donc la seule possibilité, c'est effectivement d'investir les nouvelles technologies qui peuvent nous donner des nouveaux... Et là, c'est les acteurs industriels qu'on utilise. C'est vraiment génial, mais ça, d'un certain côté, c'est une forme de, de financement en nature. C'est un partenariat égal financement nature. Et puis là, ça marche pour tout le monde, bravo. Et ça permet, ce qu'on essaye aussi via notre truc avec nos tout petits bras, de mettre en valeur et de mettre en avant des gens qui font des choses complètement exemplaires. Ça les aide à se développer. Ouais. Anne-Carole, non, allez-y, Florence, les deux Florence.
Prenez un dernier sujet, prévention primaire, mais plutôt dans l'autre côté santé publique. Donc ça peut, voilà, on travaille, voilà, on est en train de regarder, on a des acteurs de la santé publique aujourd'hui qui travaillent, je pense à la start-up. Alors je sais pas si on peut donner des noms industriels aujourd'hui, mais ils font du dépistage, par exemple, des 14 cancers les plus courants par des biomarqueurs. Typiquement, c'est des sujets ultra intéressants en santé-travail, parce que peut-être qu'effectivement, on peut être sur du travail très très précoce, sur des expositions, et nous mieux cibler le suivi de santé. Voilà. Merci Florence. On prend le sujet, on construit quelque chose en septembre-octobre pour les mettre en avant, et vous aussi. Florence. Alors moi, j'ai une proposition, mais qui n'engage pas l'ANAC, qui n'engage que moi aujourd'hui. En voyant ce qui se passe en Allemagne, où de même qu'il y a des cotisations accidents de travail payées par les entreprises ou maladies professionnelles, il y a aussi une cotisation absentéisme. Et honnêtement, si on ne faisait pas payer une partie de l'absentéisme, bien sûr, il y a un absentéisme minimal, il y a des problématiques de santé, par les entreprises, il me semble qu'il y aurait une responsabilisation aussi par rapport à cette question de la prévention. Voilà, en tout cas, moi j'y crois. Bon, mais ça nécessiterait une réforme majeure de la sécurité sociale. Donc ça n'est qu'une... voilà. Oui, mais je veux dire, quand même, les réformes poussent parce que globalement on pousse, hein, que ce soit en matière d'environnement ou en matière autre chose. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à vous. Je crois que là on est en train de dépasser notre truc. On va vous remercier. Donc vous applaudir. Oui. Ouais, bah si, voilà, quand même. Juste pour dire que moi je m'étais exprimé sur prévention primaire et on est assez en phase sur tout ce qui vient d'être dit. Après sur les financements par l'assurance maladie, bon, c'est dans un contexte très global, je pense qu'il faut apprendre en général et voir quelles priorités on peut mettre, comment ça s'inscrit. Et par ailleurs, c'est le Parlement qui vote l'ONDAM, on a quand même un système... voilà. Oui, mais bon, il ne faut pas désespérer les choses. Donc on peut toujours... en tous les cas, il y a quand même des choses qui avancent. Voilà. Moi, ce serait plutôt mon côté optimiste. Oui, on fait avancer les choses. Et on est tous là avec... à un moment, on prêchait dans le désert. Et puis, petit à petit, les choses grimpent. Donc, continuons et on compte sur vous. Et on vous remercie. On vous remercie moultement. Donc, la semaine prochaine, le replay. On sera preneur des informations que vous avez. Et systématiquement, on les met sur le site pour que vous puissiez... sur le site du Cercle, hein, pour que vous puissiez les avoir. Si vous avez badgé ce que vous avez fait, eh ben on vous envoie l'info avec les replays et le reste. Et on va surtout beaucoup remercier nos intervenantes. Merci les femmes professionnelles de santé-travail de tous horizons. Merci à vous.